Bienvenue sur la Caille, le podcast qui célèbre la culture haïtienne de manière fun et décomplexée. Je suis Juliette. Ma mission, faire raconter la culture haïtienne par ceux qui la vivent et la font rayonner au quotidien afin de redécouvrir Haïti. Tradition, savoir-faire, transmission, histoire, cuisine, coutumes, parcours inspirants. Installe-toi confortablement pour un décollage au cœur de la première République noire. Belle écoute! Si je te dis Cameroun, si je te dis Cameroun et Haïti, à quoi penses-tu? Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial en cette période estivale. On va parler de double culture, d'identité, de construction personnelle, d'histoire de vie en toute simplicité. Mon invitée s'appelle Belinda Peto. Elle est camerounaise, haïtienne, ripat à Abidjan. Waouh! Autant vous dire que j'ai hâte d'échanger avec elle. Belinda, bienvenue au sein du podcast La Caille et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, merci à toi, surtout de l'invitation. C'est un honneur pour moi d'être sur ce podcast et de pouvoir partager un petit peu mon histoire aujourd'hui. Super, avec plaisir. Est-ce que, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour nos auditeurs, sachant qu'on va aussi rentrer en profondeur tout au long de cet épisode? Ouais, carrément. Donc du coup, moi c'est Belinda Peto, donc je suis d'origine camerounaise et haïtienne. Je suis née à Paris, grandie à Paris et je suis répat à Abidjan depuis bientôt un an, quasiment. Et aujourd'hui, j'évolue dans deux secteurs différents, dans le secteur du tourisme, avec une agence de tourisme qui fait des activités touristiques en Côte d'Ivoire, mais aussi en Afrique, tout simplement. Donc aujourd'hui, on est au Bénin, au Ghana, au Togo et au Cap-Vert, notamment. Et on a également un atelier créatif, donc qui valorise, pareil, la culture et les traditions africaines. Et je suis aussi dans le secteur de la communication, spécialisée dans le sport principalement. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire d'ores et déjà comment tu as cette double culture? Dans quel environnement un peu tu as grandi? Comment a été ton enfance? Comment tu as grandi? Alors, moi, je dirais que j'ai grandi vraiment baignée dans les deux cultures. C'est-à-dire, bah, mon papa, c'est côté camerounais, ma maman, c'est côté haïtien. Donc, côté haïtien, voilà, on a une très grande famille qui, pour la plupart, sont à Paris. Donc, on était tous un peu cousins, cousines. On avait l'habitude voilà, d'être très souvent ensemble. Donc, on a vraiment baigné, on va dire, dans la culture haïtienne, que ce soit les week-ends, à travers les fêtes, à travers les repas, à travers, voilà, l'ambiance un petit peu familiale, festive. Et après, le côté camerounais, on le retrouvait beaucoup sur le foot, sur voilà, des partages un peu plus culturels, je pense, du côté de mon papa. Et toi, quel était ton regard euh, tout au long de ta construction de petite fille, d'adolescente, de jeune adulte? Comment tu as interagi au fur et à mesure avec cette culture, sachant que tu as baigné dedans, mais est-ce que tu te posais des questions? Comment ça se matérialisait concrètement au sein de ta famille? Je pense qu'au départ, je me posais pas forcément de questions. C'est-à-dire que pour moi, c'était normal. Enfin, voilà, ça a toujours été ma culture, mon univers. Donc, j'étais habituée en fait à naviguer un petit peu dans les deux mondes, avoir cette double culture. Et je pense que c'est plus en grandissant, plus en grandissant, en voulant en voulant m'affirmer, pardon et, euh, et avoir plus de connaissances, je pense, autour de ma culture. C'est-à-dire que voilà, j'avais des connaissances, on va dire, plus autour, comme je disais, de la nourriture, autour des fêtes, autour de, on va dire, tout ce qui est assez culturel. Mais j'avais besoin d'avoir aussi ce côté plus d'apprentissage, connaître un petit peu plus l'histoire, voilà, pouvoir voyager même dans les deux différents pays, parce que c'est quelque chose que j'ai pas encore eu le temps de faire, parce que voilà, quand j'ai été
bon, les deux, j'étais assez petite, donc il y avait Mhm. ce côté vraiment besoin de reconnexion et d'avoir envie de connaître un petit peu plus cette culture-là, parce que même si j'ai baigné dedans, bah, en grandissant, je me suis rendu compte que j'avais quand même beaucoup de manquements. Par exemple, aujourd'hui, je ne parle pas la langue, aucune des deux, je parle ni créole, ni du côté du Cameroun. Donc, j'ai un peu ce côté-là où j'ai envie voilà, d'en apprendre un peu plus et de me rapprocher aussi de cette culture-là. D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler peut-être du rapport que tu entretenais avec tes parents? Est-ce qu'il y a eu, comment s'est déroulée cette phase de transmission, cette phase de partage? Comment tu l'as senti toi? Est-ce que, par exemple, je sais on avait interrogé une personne qui qui avait grandi qui a grandi dans la culture haïtienne et elle me disait que par exemple elle assistait sa maman lorsqu'elle faisait la cuisine. Toi, étant donné que la culture haïtienne c'est du côté de ta maman si je me trompe pas et la culture camerounaise du côté de ton papa, comment concrètement au quotidien ça se matérialisait? Je pense qu'au quotidien, en fait, pour ma part, ça s'est beaucoup matérialisé en fait dans des comment je peux dire ça? En fait, dans des actions. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas forcément, cette action consciente, en tout cas surtout du côté de ma maman, de vouloir transmettre, la culture. Parce que, par exemple, Mhm, c'est qu'aujourd'hui qu'on a ces discussions, autour de la langue où je dis: «Bah, pourquoi, par exemple, elle a pas, enfin, elle nous a pas appris dès le plus jeune âge, par exemple, à parler créole?» parce que, bah, chez moi, on parlait que français. Donc du coup, aujourd'hui, on a ce côté-là où on ne parle pas créole alors que j'ai bah, des cousins ou des cousines qui sont au Canada qui, eux, parlent créole. Donc, en fait, il y a eu ces questionnements un petit peu aussi sur bah, pourquoi ça ne nous a pas été transmis. Et en mhm, fait, nous, ce qui était vraiment transmis, c'était beaucoup le côté culturel, où en fait, bah, forcément, dès qu'on va faire une fête, on va écouter beaucoup de compas. Donc, tout de suite, mhm, tu entends les sonorités, tu comprends un petit peu d'où tu viens. Dès qu'il y a des repas, bah, forcément, pareil, tu vas manger haïtien. Quand c'est le Nouvel An, tu vas manger la soupe joumou. Donc, en fait, c'est un petit peu sur des traditions que là, on va t'expliquer. Par exemple, quand on faisait la soupe joumou, bah, là, on t'explique voilà, les significations. Mais j'ai l'impression qu'il n'y avait pas forcément ce côté conscient peut-être comme on peut l'avoir aujourd'hui ou sur notre génération, on se dit bon bah on veut pas que les valeurs se perdent justement, on veut pas que ce côté traditionnel se perde. Donc on se dit faut faire un effort consciemment de pouvoir transmettre ça à ses enfants. J'ai mhm. l'impression que du côté de mes parents, en tout cas, c'était pas forcément conscient en fait. Ils le faisaient parce que forcément bah, ça fait partie d'eux tout simplement, mais il n'y avait pas quelque chose de consciemment fait pour qu'on s'imprègne complètement de ça. Hmm. Et est-ce que toi, tu as gardé, par exemple, là on a parlé de cuisine, tu as pris l'exemple de ta maman avec la cuisine. Est-ce que toi, ces informations-là, tu l'écrivais, ou sinon tu faisais des vocaux, des notes vocales à toi-même pour t'en rappeler, ou à force de répétition, bah, c'est venu aussi rapidement s'ancrer en toi et donc, du coup, tu n'as plus forcément à y mettre de mots spécifiques ou de méthodes de conservation de cette information. C'est ça. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus ouais, le côté où tu regardes, où tu comprends un petit peu. Après, moi, pendant très longtemps et même encore aujourd'hui, voilà, ma mère voulait me transmettre. Voilà, en cuisine, elle me dit toujours viens voir, etc. Moi, j'étais dans un univers où voilà, j'étais passionnée de foot, j'étais passionnée de plein de choses. Donc, l'univers de Mhm. la cuisine, j'adorais manger, j'adorais consommer, mais pour préparer, j'étais pas la personne à aller en cuisine. Concrètement. Donc c'est plus aujourd'hui en fait où je pense que ouais, j'ai ce côté où j'ai envie de d'apprendre pour me dire bah voilà demain j'ai envie de pouvoir refaire ces plats-là moi-même, j'ai envie de pouvoir bah, transmettre ça demain à mes enfants par exemple. Mais ce qui aujourd'hui par exemple à l'heure actuelle serait impossible. D'accord. Mais tu aspires à avoir à faire cette transmission et à garder ces valeurs et notamment ces informations qu'elle t'a elle-même transmises. Ouais, complètement. D'accord. Et donc, du côté de ton papa,
comment ça se matérialisait? Tu as pris l'exemple de la cuisine avec ta maman, mais du côté de ton papa, comment ça se matérialisait au quotidien avec cette culture camerounaise? Alors, du côté de mon papa, je pense que peut-être petit à petit, justement, c'est devenu plus conscient, je pense. Moi, il faut savoir que j'ai perdu mon papa en 2018 et D'accord. bah, un petit peu avant ça, justement, il y avait ce côté où bah, il commençait à me parler, il Mhm. commençait à me parler la langue, il voulait vraiment que, par exemple, s'il me dit bonjour, il veut que je réponde aussi. Parce que parfois, il me disait, mais en fait, tu sais répondre, mais tu as ce truc où, en fait, bah, tu réponds toujours en français. Parce que voilà, on t'a habitué. Et en fait, même si tu connais les mots, même si tu sais un petit peu parler, bah, tu vas pas forcément oser ou ça va pas être un réflexe. Donc, par exemple, même quand il me disait bonjour, bah, je vais toujours répondre en français. Donc, je pense que lui, il y avait ce côté-là vraiment de vouloir en tout cas transmettre, parce que bah, lui, il faisait beaucoup d'allers-retours entre Paris et le Cameroun. Donc, et il voulait même qu'après, bah, on puisse venir, il voulait qu'on passe plus de temps là-bas, etc. Donc, je pense que lui, il y avait ce côté un peu plus marqué de dire, voilà, faut que je transmette, faut qu'en fait, vous sachiez d'où vous venez, vous connaissiez vos racines, vous connaissiez votre histoire. Il y avait ce côté vraiment où je pense pour lui, c'était très important. Hmm. Et est-ce que tu as eu aussi l'opportunité de te rendre au Cameroun dans cette continuité? Ouais, complètement. Du coup, bah, là, bah, la dernière fois que j'ai été, c'était en 2018, où là, bah, c'était la première fois où j'y allais vraiment avec un autre regard, parce que j'avais déjà été, Mhm. mais étant beaucoup plus petite, donc en fait, j'avais pas forcément de souvenirs, ou voilà, j'étais pas forcément capable d'expliquer, de connaître un petit peu, voilà, même ne serait-ce que la géographie, etc. Et là, c'est vraiment quand j'y suis retournée, où là, bah, j'ai pu avoir mon œil un petit peu d'adulte et voir un petit peu le pays et même qui m'a donné envie de me dire, bon, il faut absolument que je prévoie un voyage, que j'aille découvrir plusieurs régions parce que le Cameroun, c'est tellement grand, c'est tellement vaste que je me suis dit, non, il faut que j'aille plus en profondeur et que j'en sache un peu plus sur tout ça. Hmm. Et est-ce que lors de ton voyage, de ton dernier voyage, c'est en 2018, c'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà. Est-ce que lors de ce dernier voyage, tu l'as fait seul ou accompagné? Non, accompagné, du coup, bah, en fait, c'était avec toute ma famille. C'était pour les funérailles de mon papa, parce que du coup, il est décédé à Paris, mais on l'a enterré au Cameroun. Donc, c'était pour les funérailles. On est partis bah, tous ensemble avec mes deux frères, ma mère. Enfin, voilà, on est tous partis au Cameroun et on est Mhm. resté peut-être, je sais pas, une semaine et demie, je pense, à peu près, quelque chose comme ça. Donc, Et, forcément, ça n'avait pas forcément la hmm. même saveur que si tu es en voyage, si tu es là pour découvrir, etc. Donc c'est pour ça que en tout cas, ça a attisé aussi ma curiosité de me dire, bon, bah voilà, j'ai fait ce premier pas où là, en fait, bah, j'ai vu déjà certains aspects que je connaissais pas du tout et de me dire, bon, il faut absolument que je revienne, que je prenne le temps parce qu'au final, voilà, par exemple, je me dis, le temps il passe tellement vite parce que depuis, je me Oui, dis, chaque année, je me dis, faut que j'y retourne, faut que j'y retourne, faut que oui. j'y retourne et j'ai toujours pas eu l'occasion, quoi. Et est-ce qu'à Ontario, étant donné que pour l'instant, tu n'as pas forcément l'occasion d'y aller, est-ce que tu restes connecté à travers, que ce soit les réseaux sociaux ou des sites spécifiques sur la culture camerounaise, est-ce que tu restes connecté à cela afin aussi de t'ancrer dans cette culture où tu te dis, ben, c'est par le voyage que toi, tu apprécies cette connaissance, cette découverte d'une partie de ton identité, d'une partie de ta culture. Comment tu vois un peu les choses? Ouais, moi je trouve que c'est beaucoup par le voyage, parce que bah, forcément c'est une de mes passions et je trouve que c'est vraiment l'une des façons où tu arrives à connecter, à découvrir, en fait, juste en parlant avec des personnes qui vont t'expliquer un petit peu leur vécu, qui vont t'expliquer leur histoire, qui vont te faire comprendre un petit peu comment ils vivent aussi, parce que ça a beau être mes racines et mes origines, bah, il y a beaucoup de choses que je vais pas du tout interpréter de la même façon qu'un Camerounais qui est né et qui a grandi
au Cameroun. Donc je trouve que c'est beaucoup par le voyage que tu peux un petit peu ressentir et comprendre aussi l'essence d'un pays. Mais après, c'est pas uniquement via le voyage. Je sais qu'aujourd'hui, bah, moi, j'ai la chance de pouvoir partager beaucoup avec mon grand frère qui, lui, est très, très porté sur la culture, sur les racines et qui est vraiment passionné par ça. Donc, il se documente beaucoup, qui regarde des vidéos YouTube, qui lit beaucoup. Donc, en fait, c'est beaucoup avec lui que je vais échanger, qui va m'envoyer du contenu. Puis après, on va débattre ensemble, on va en discuter ensemble. Parce que Hmm, lui a une expérience un peu différente de la mienne. Où en fait, lui, eu l'occasion de vivre pendant euh, 1 an au Cameroun. Donc, il a aussi cet aspect où il peut beaucoup m'apporter, bah, surtout par rapport au Cameroun. Donc, souvent, on discute beaucoup sur ces sujets-là. d'accord, ok, non, très intéressant. Et quand je pose la question en lien avec la double culture, certaines personnes me répondent qu'ils sont à 50% de leur culture et 50% l'autre. D'autres me disent non, 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 moi je suis 100% une de mes cultures et 100% l'autre. Comment toi tu te positionnes par rapport à cette question et par rapport à cette double culture? Quel est ton positionnement et ton regard aussi d'adulte à travers cela? Mmh, moi, je dirais que c'est vraiment 50-50, Ok. dans le sens où, heu, bah, en fait, forcément, je vais avoir un regard différent, je pense, de quelqu'un qui est 100% camerounais. Parce que j'ai Mhm. une part de moi bah, qui est haïtienne, j'ai une part de moi qui a aussi une culture différente. Donc forcément, en fait, l'un dans l'autre va avoir un impact. Donc il y a des choses que je vais voir à Haïti qui sont pas au Cameroun, il y a des choses qui sont au Cameroun qui sont pas en Haïti. Donc forcément, je pense que les deux cultures, au final, font partie de moi. Donc c'est vraiment, je pense, Hmm. ce mélange, un peu cette double culture qui est, au final, qui est une richesse. Hmm, d'accord. Et en parlant de similitudes, est-ce que tu as pu observer des ressemblances entre ces deux cultures? Et c'est des ressemblances qui t'ont marqué ou pas forcément, mais que tu dis, ah, ça existe dans la culture camerounaise, ça existe aussi dans la culture haïtienne. Ça existe dans la culture haïtienne, mais je la ressens aussi dans la culture camerounaise et vice-versa. Ouais, ouais, bah parfois même dans des plats, la dernière fois, j'avais cette discussion avec ma maman parce que je l'avais jamais forcément remarqué quand je vivais à Paris. Et en fait, c'est Mhm, aujourd'hui quand je vis à Abidjan que je l'ai remarqué. Mais en fait, la dernière fois, on était parti dans un restaurant camerounais ici. mhm, Et en fait, la façon de faire des bananes plantains écrasées, je dis, mais en fait, mhm, Haïti, c'est exactement de la même façon. Je dis, bananes pesées, là, mhm. c'est la même chose. Et après, j'ai appelé ma mère et tout. Je dis, mais tu sais qu'au Cameroun, ils font ça, ça, ça. Elle me dit, bah oui. Et j'ai dit, ah, ok, d'accord. Et donc, en fait, ouais, il y a des similitudes comme ça parfois où c'est marrant à observer, en fait, de voir il y a des traits comme ça au niveau de la nourriture qui peuvent se ressembler. Et ils appellent comment du coup, eux? Ils appellent aussi banane pesée? Non, je crois, ils appellent pas ça banane pesée, ils appellent ça, j'ai plus le nom. Mais c'est exactement la même chose? Ouais, c'est exactement la même chose. Vraiment, Ok. c'est fait de la même façon. Parce que justement, je Wow. pensais qu'il y avait un peu des différences ou quoi. Après, peut-être que selon la personne qui le cuisine, forcément, il y a toujours un peu des différences et tout. Mais en tout cas, c'est quasiment le même procédé. Ok. Et est-ce qu'il y a d'autres points communs qui t'ont marqué, qui t'ont parlé? D'autres points communs, je sais pas. En fait, pas forcément avec le Cameroun, parce que j'ai voyagé aussi dans d'autres pays et j'ai pu voir au Bénin, par exemple, je trouve il y a des points communs, ne serait-ce que même dans la personnalité ou même dans, dans la personnalité des personnes, je trouve qu'il y a beaucoup de points communs entre les Béninois et les Haïtiens et forcément, il y a cette connexion et il y a ce sentiment, je pense, peut-être d'appartenance quelque part. Hmm, d'accord. Non, c'est très intéressant. Aujourd'hui, tu es installé en Côte d'Ivoire. Moi, lorsque Oui. j'ai eu cette information, je me suis dit, mais premièrement, je me suis dit, mais waouh! Et je me suis dit, est-ce que c'est en lien avec une partie de ton histoire, le fait de vouloir t'installer dans un pays propre à l'Afrique
Et aussi, tout naturellement, c'est c'est ma première question, pourquoi, pourquoi ne pas avoir choisi le Cameroun? Ouais, complètement. Bah, déjà, en fait, moi, je savais, je pense un petit peu après le décès de mon papa, je pense que voilà, Mhm. c'est un chemin, je pense une réflexion où je savais que tôt ou tard, j'allais venir vivre sur le continent. Donc, je savais pas forcément dans quel pays, je savais pas si ça allait être le Cameroun ou pas, mais j'avais vraiment cette envie de me dire, voilà, j'ai envie de vivre sur le continent. À Paris, il y avait beaucoup de choses, en tout cas, qui me convenaient plus. Et je me disais, je sais que j'ai cette envie, justement, demain, quand j'aurai des enfants, qui grandissent, en fait, dans un pays où ils ne sont pas minoritaires. Pour moi, c'est vraiment ça qui a tout changé, où je me suis dit, en fait, je veux vraiment que mes enfants, ils aient un regard différent et qu'ils grandissent dans un pays où ils ne sont pas minoritaires. Et à partir de ce constat-là, je me suis dit, OK, bon, bah, forcément, c'est un pays en Afrique, c'est sûr et certain. Hmm. Et partant de ce cheminement, en fait, j'ai voyagé donc en 2023, où en fait j'ai fait plusieurs pays. Donc j'étais au Bénin, j'étais au Sénégal, j'étais en Côte d'Ivoire. Et, euh, et voilà, parce que je voulais voir un petit peu, je voulais découvrir, parce que je me suis toujours dit, bon, ok, tu veux t'expatrier, mais est-ce que tu es vraiment prête? Est-ce que ça va vraiment te plaire? Est-ce que tu vas réussir à t'adapter? Enfin voilà, il y avait beaucoup de questionnements. Donc je me suis dit, bah, je vais aller voir, déjà pour commencer. Et en fait, Mhm. pourquoi le Cameroun ne s'est pas venu directement? Il y avait plusieurs raisons. La première, c'était les avis un petit peu que j'avais des différentes personnes qui sont au Cameroun ou même qui sont en dehors du Cameroun, ou l'entrepreneuriat, par exemple, au Cameroun, c'est pas, euh, comment je peux dire ça? C'est Aussi une simple? porte d'entrée qui va être, voilà, c'est pas aussi simple que dans certains pays. Ok. Par exemple, quand je regardais en Côte d'Ivoire ou quand je regardais au Bénin et que je posais des questions un petit peu autour de moi, etc. Voilà, ça avait l'air d'être des pays en tout cas plus simples pour un premier retour que d'aller au Cameroun. Voilà. Et même en termes de retour d'expérience, etc., je trouvais beaucoup plus de témoignages, de facilité sur d'autres pays, sur Côte d'Ivoire, sur le Bénin, et qui me disaient que bon, je peux faire mon retour d'abord dans un autre pays, et pourquoi pas, on verra dans plusieurs années si je veux m'installer au Cameroun, ça reste une possibilité, c'est toujours envisageable. D'accord, d'accord. Et quels sont les traits de, de la Côte d'Ivoire qui t'ont plu directement? Et est-ce que tu étais déjà allé en Côte d'Ivoire avant de t'y installer? Ouais, alors justement, bah, avant de m'y installer, je suis partie deux fois. Donc une fois en 2023 où je suis restée un mois. Donc là, c'était vraiment un mois où j'ai quand même beaucoup voyagé. Donc je suis restée à Abidjan, mais voilà, j'ai beaucoup bougé dans différentes régions, etc. Et après, je suis revenue un peu plus longtemps, où je suis revenue pendant la CAN pendant 3 mois. En fait, c'est ces deux voyages-là qui Mhm. m'ont un petit peu préparée, où je me suis dit, bon, bah, est-ce que voilà, je suis capable de m'adapter? Est-ce que ça me correspond vraiment? Et je pense qu'à Abidjan, le choix s'est vraiment porté, euh, je pense, d'abord peut-être par la facilité. Parce que Mhm. clairement, quand je regardais un petit peu, quand, quand tu viens de Paris, tu te dis, bon, genre, en tout cas, moi, j'avais encore besoin d'une ville qui bouge beaucoup, j'avais besoin d'une ville où, voilà, je vais jamais être fatiguée, je vais toujours avoir envie de découvrir des nouvelles choses, je vais toujours, voilà, je vais pouvoir découvrir plein de choses. Et Abidjan, en fait, ça bouge tout le temps. Abidjan, ça s'arrête jamais, il y a toujours des nouvelles choses à faire, il y a toujours des nouveaux coins à découvrir. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire à Abidjan. Après, forcément, il y avait le côté bah, entrepreneuriat, où je sentais Mhm. qu'à Abidjan, en fait, il y a vraiment euh, ce côté où il y a beaucoup, pareil, d'événements autour du réseau, autour du marketing, autour de plein de sujets, en fait, entrepreneuriat. Et tu sens que bah, si c'est ton univers, tu peux Mhm. développer beaucoup de choses, en fait, à Abidjan. Parce que, justement, il y a plein d'opportunités à saisir. Donc, si tu arrives à saisir les opportunités, que tu as envie de travailler, bien sûr. Parce que voilà, c'est pas parce qu'il y a beaucoup d'opportunités que c'est Ouais. facile, que tout est Mhm. rose, que tout est beau. Voilà, c'est Mhm. sûr et certain. Mais en tout cas, je sentais que voilà, il y avait beaucoup d'opportunités à saisir à Abidjan. Hmm. Et est-ce que le fait de t'installer dans un pays sur le continent africain, ça répond aussi à peut-être des questions sur son identité, des questions sur
sur sa construction personnelle que l'on peut se poser en étant adolescent, où on n'a pas forcément toutes les réponses, mais où pendant notre construction, lors de cette vie d'adulte, on fait ce cheminement personnel et qui oriente nos choix au fur et à mesure. Ah oui, complètement, complètement. La dernière fois, justement, j'écoutais un peu le podcast de Sandy Avena et elle a Mhm. parlé de ça dans un de ses podcasts où elle disait que justement, c'est quand elle est en Afrique qu'elle a commencé à se sentir belle. Et je pense que, ouais, clairement, Waouh. ça fait partie de ton identité où en fait, moi, j'ai vraiment eu le sentiment de pouvoir être moi-même et pouvoir être alignée avec qui je suis. C'est en fait, t'as pas besoin de te justifier, t'as pas besoin de te dire je dois en faire 10 fois plus que les autres pour avoir exactement la même chose, voire 3 fois moins qu'eux. Mhm. Et donc oui, tu sens vraiment, je pense que en termes d'identité, en fait, ouais, moi je pense qu'il y a vraiment ce côté-là où euh, tu peux être toi-même. Si, peu importe la personne que tu as envie de devenir, si tu es quelqu'un Mhm. de très simple, qui a envie de te cacher, si tu es quelqu'un qui adore la lumière, qui a envie de faire beaucoup de projets, si peu importe la personne que tu as envie de devenir, d'être, en fait, j'ai l'impression que sur le continent, en tout cas en tant que noire, en tant que femme surtout, euh, Mhm. tu t'en as l'occasion. Alors que pas forcément en France et à Paris, je trouvais que c'est pas forcément le même sentiment et c'est pas la même identité en tout cas que tu développes et que tu peux incarner. Et en enchaînant, je voulais savoir, du coup, c'est toute une redécouverte de ta personnalité et des opportunités qui s'offrent à toi, mais aussi de tes propres capacités. Parce que j'imagine aussi, toi qui as grandi en région parisienne, euh, que par moment, peut-être sur certains points, on peut se minimiser ou on peut se croire pas capable de telle ou telle chose au vu du contexte, au vu de l'environnement qui y règne. Et est-ce que ce déplacement-là, c'est pour toi un alignement avec tes valeurs profondes et cet alignement te fait te redécouvrir en quelque sorte? Ouais, 100%. 100%, c'est vraiment, je pense que déjà le voyage m'a beaucoup apporté ça, où en fait quand je suis Mhm. partie, forcément je suis partie seule, donc je pense qu'il y avait beaucoup ce côté-là où j'avais plus forcément, en fait j'avais plus de rôle à jouer tout simplement, parce que vu que je voyageais seule, Mhm. en fait toutes les personnes que je rencontrais, elles attendaient rien de moi, parce que elles me connaissent pas, donc en fait il y a plus ce rôle, peu importe hein, que ce soit un rôle positif que je joue habituellement ou négatif, mais j'avais plus enfin, personne n'avait d'attente particulière en fait envers moi. Donc j'avais plus de rôle de la fille, j'avais plus le rôle de la Mhm. sœur, j'avais plus le rôle d'amie, j'avais plus peu importe tous les rôles que je peux avoir à Paris. En fait, quand j'ai commencé à voyager, forcément tu peux, je trouve beaucoup plus être toi-même parce que justement personne n'attend rien de toi entre guillemets. Donc quand tu es fâché ou que t'as pas envie de faire un truc, il y a personne qui va être un petit peu choqué parce que d'habitude t'agis pas comme ça. Non, on va juste te Mhm. prendre un petit peu comme t'es. Et au final, je trouve que quand je me suis installée à Abidjan, j'ai beaucoup aussi ressenti ce côté-là, où comme tu disais, en fait, tu te rends compte que tu es capable de faire beaucoup de choses. Et, enfin, moi, Mhm. j'ai gagné en termes de confiance, je pense, en un an, mais comme pas possible. Parce que, en fait, au quotidien, je suis en train à chaque fois de dépasser certains plafonds où à Paris, je me disais, ah, bon, je sais pas si c'est possible, ou après à Paris, même, parfois, tu peux toujours enfin, un petit peu la même chose, avoir ce plafond de verre, te dire, voilà, je sais que si je veux faire ça, je dois faire, comment je fais je dois franchir 10 000 étapes avant de pouvoir juste Mhm. mettre un pied dedans. Alors qu'en fait, ici, tu sens en tout cas que c'est toi et on va dire tes compétences, ton réseau, ton envie, ton travail, mais qu'en tout cas, tu peux aller créer un petit peu la réalité que tu as envie. Donc, ouais, clairement, je pense qu'en termes d'identité, en termes de confiance en soi, euh, ouais, ça n'a rien à voir, je pense que quand j'étais à Paris. Waouh! C'est vraiment intéressant ce que tu dis et ça fait écho à tous ces mouvements
qu'on voit aussi aujourd'hui sur ce fameux retour en Afrique, ce fameux ce alignement sur les valeurs et sortir aussi d'une certaine boîte qu'on s'était forgée à travers les expériences professionnelles, personnelles et autres. En préparant cet épisode, j'ai été sur tes réseaux et lors d'une publication, tu as écrit Vivre en Côte d'Ivoire, c'est bien plus qu'un simple changement d'environnement. C'est ici que je construis ma vie de rêve, entre aventures, rencontres et projets professionnels. Avec son, excuse-moi si j'écorche un peu, Sankofa Ça Road. va. Ok, Sankofa Road, j'organise des road trips authentiques qui permettent de découvrir l'Afrique autrement. Avec Belly Roots, ma mission est d'aider les voyageurs à oser le changement et à explorer le continent. Peux-tu nous parler de tes activités, s'il te plaît? Oui, complètement. Oui, je pense que c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'en fait, depuis, depuis que je suis installée à Abidjan, euh, en fait, j'ai vraiment ce sentiment où j'ai pas juste déménagé. J'ai vraiment ce sentiment où en fait j'ai tout changé. En même temps, ça a été on va dire un flip à 360 et qu'en même temps Mhm, j'ai tout changé, que ce soit mon environnement, que ce soit mes activités professionnelles, que ce soit moi-même en tant que personne. Je trouve que j'ai beaucoup évolué. Et aujourd'hui, en fait, à Abidjan, j'ai une agence de tourisme. Donc, que j'ai cofondé avec Samuel Ayé, donc lui qui est ivoirien, qui est né ici, qui a grandi ici, et qui est dans le domaine du tourisme depuis une dizaine d'années maintenant. Et d'accord. aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est vraiment de pouvoir découvrir l'Afrique authentiquement. Parce que moi, dans tous les voyages que j'ai pu faire, j'avais toujours ce retour-là où en fait on me demandait mais comment tu fais? T'as pas peur? C'est pas dangereux? T'es toute seule? Ou comment t'as les infos? Etc. etc. Et en fait, Mhm, l'agence, en tout cas, ça a vraiment ce côté-là où quelqu'un qui se dit bon bah voilà, j'ai envie de découvrir la Côte d'Ivoire mais j'ai pas les infos, je sais pas comment faire, je sais pas combien ça va me coûter, je sais pas si je suis en sécurité, etc. Ok, tu nous appelles et nous on t'organise ton séjour. Donc avec ça en fait on a différentes offres. Donc en fait, sans Road, on a des offres d'activités de journée, où là, en fait, c'est vraiment en petit groupe, on propose des activités, généralement le week-end, pour sortir d'Abidjan. Donc ça va être vraiment aux alentours d'Abidjan, donc toujours porté sur la culture, porté sur les traditions, porté sur en fait vraiment des côtés parfois même en vivant ici, en fait, on n'a pas encore eu l'occasion de découvrir. Et sur cette activité-là, on a vraiment un partage. Et je pense que c'est ça qui est intéressant aussi à travers notre agence, c'est qu'on va avoir autant des voyageurs qui sont de passage, on va avoir autant des locaux qui sont nés ici, qui ont grandi ici, mais par exemple qui n'ont jamais eu le temps d'aller découvrir Awakro, par exemple, donc ils vont venir sur notre activité. Et on va avoir aussi des expats qui sont installés ici ou des ripats qui sont installés ici. Donc on a vraiment un peu ce côté-là, mélange, partage d'expérience, où chacun voilà, a une expérience complètement différente et peut s'apporter aussi sur ces activités-là. Et après, mhm. les autres activités qu'on fait, c'est des offres sur mesure, où là, justement, on vient, on nous demande directement si peu importe, si c'est une famille, si c'est des amis, s'ils veulent passer 7 jours ici, ou s'ils veulent passer 15 jours en Côte d'Ivoire, s'ils veulent un séjour tout compris, où ils s'occupent de rien, ou s'ils ont juste besoin d'aide sur les activités. Nous, on s'adapte en fait. On prend vraiment la demande et on fait du sur mesure par rapport à ça. Et la troisième offre qu'on propose, donc là justement, c'est la découverte d'autres pays. Parce que moi, j'avais vraiment cette volonté même si je suis installée en Côte d'Ivoire et qu'il y a beaucoup de choses à découvrir ici, donc forcément, c'est passionnant de pouvoir faire des activités ici. J'avais aussi cette envie d'organiser des road trips dans d'autres pays. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on développe, parce que ce soit moi ou que ce soit Samuel, on avait un petit peu la même façon de voyager, donc c'est-à-dire voyager par la route surtout, et pouvoir découvrir en fait différentes régions, différentes villes. Donc aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on propose. Si on va au Bénin, c'est de pouvoir proposer un circuit de 7 jours où tu vas voir différentes villes, tu vas aller à Cotonou, tu vas aller à Porto Novo et tu vas t'imprégner un petit peu autant de la culture que des visites, on va dire, touristiques. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on propose en fait sur les road trips. C'est des road trips en groupe, donc justement, qui permettent, pareil, de connecter, de rencontrer
des personnes différentes et de voyager et de valoriser surtout différents pays en Afrique. Du coup, on mettra aussi les liens des réseaux sociaux, de tes deux activités. On les mettra en descriptif de cet épisode. Donc, du coup, si une personne a besoin de te contacter, c'est directement via les réseaux sociaux? Ouais, c'est ça, complètement. C'est sur l'agence, donc c'est soit via les réseaux sociaux, parce qu'on nous contacte beaucoup via Instagram ou via WhatsApp. Et après, on a aussi le site internet où parfois bah, les personnes nous contactent directement sur le site internet une fois qu'ils ont vu nos offres proposées. D'accord, super. On partagera tout ça avec grand plaisir. J'avais aussi une question à te Mhm. poser. Aujourd'hui, c'est vrai qu'en début d'épisode, on a parlé de la culture camerounaise, de la culture haïtienne. Aujourd'hui, qu'est-ce qui, qu'est-ce que tu aimerais découvrir encore plus, aussi bien chez les Haïtiens en termes culturels que chez la culture camerounaise? Qu'est-ce qui t'intéresserait pour encore alimenter tes recherches culturelles, alimenter ta construction et aussi aller au-delà, dépasser ce que tu connais déjà en se disant, ben, OK, ben, j'ai peut-être besoin d'en savoir plus, mais je sais peut-être pas par quoi commencer. Mais quels sont les sujets clés qui t'intéressent? Alors, du côté d'Haïti, déjà, je pense que c'est vraiment la langue. Déjà, pour La moi, là, je langue? l'ai vraiment mis en top priorité, où j'en parle très souvent à ma mère. Je lui dis, il faut que je sache parler créole. Je peux pas, je peux pas Mhm. ne pas savoir parler créole. Donc, déjà, ça, c'est Mhm. vraiment une de mes priorités, pouvoir trouver tous les supports possibles, bah, que ce soit forcément parler avec ma mère, mais même en dehors de ça, je sais qu'il y a d'autres supports aussi qui peuvent me faire progresser. Donc, ça, déjà, c'est Mhm. vraiment un de mes sujets absolument prioritaires de pouvoir apprendre à parler créole. Et après, bah, l'un des deuxièmes sujets, c'est ce que je disais tout à l'heure, absolument de pouvoir voyager, que ce soit au Cameroun, que Mhm. ce soit à Haïti. Je sais qu'Haïti, voilà, c'est toujours un peu compliqué. Ça fait plusieurs années, je dis à ma mère, je veux partir, je veux partir. Mais voilà, pour elle, voilà, c'est pas safe. Elle peut y aller, mais moi, je peux pas. En gros, c'est en gros, c'est ça. Parce que elle y va, parce que bah forcément, elle rend visite à ma mamie. Mais Mhm. voilà, moi, j'ai pas encore eu l'occasion. Donc ça, c'est vraiment une des choses que je veux absolument faire, pouvoir aller à Haïti, voyager, découvrir. Cameroun, pareil, pouvoir connaître vraiment et pouvoir bah, euh, ouais, pouvoir vraiment m'imprégner déjà sur le terrain de ces deux cultures. Parce qu'aujourd'hui, Mhm. par exemple, je me rends compte qu'en Côte d'Ivoire, bah, forcément, c'est facilité par mes activités, mais bah, je connais beaucoup de régions, je connais beaucoup d'endroits où je peux orienter en fait assez facilement. Si on me dit, bon, bah voilà, je viens 10 jours en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que je dois faire? Je sais assez facilement orienter la personne. Si demain tu me dis, je viens au Cameroun pendant 10 jours, qu'est-ce que je dois faire? Je vais très rapidement être limitée. Donc déjà, rien que ça, Mhm. pour moi, c'est impensable. Donc il faut absolument que je puisse voyager, il faut que je le mette dans mon programme. Mhm. Et après, je pense que le troisième point, pour Haïti, ce serait le côté nourriture, ce que je disais tout à Mhm. l'heure, vraiment pouvoir apprendre à cuisiner les plats, etc., etc. Et du côté du Cameroun, bah, forcément, il y a ce côté-là aussi nourriture, parce que la diversité culinaire au Cameroun est voilà, incroyable. Donc, il Mhm. faut absolument que j'apprenne à cuisiner certains plats. Et au Cameroun, il y a aussi beaucoup le côté culturel que j'ai envie d'approfondir parce que il y a, enfin, aujourd'hui, même quand je suis en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de similitudes que je découvre, que les vacances sont liées au Bamileke. Enfin, voilà, il y a plein de points que j'ai envie d'approfondir, en tout cas sur la culture, tout simplement, du pays, sur les ethnies, voilà, sur les traditions, même sur les textiles aussi, avec mon frère, on échange beaucoup sur le NDOP, voilà, sur plein de petites choses comme ça que j'ai envie d'approfondir, je dirais. D'accord. Ok, ok, super intéressant. On sait que parfois se construire identitairement parlant n'est pas simple. Quand on parle notamment aussi de cette double culture. Quand on grandit dans un environnement aussi qui n'est pas le sien directement,
Quelles sont tes trois plus belles leçons que tu as pu expérimenter dans tout ce cheminement personnel et qui peut aussi inspirer d'autres personnes qui ont cette double culture ou pas et qui peut-être se questionnent, peut-être euh, ont des appréhensions sur certains sujets. Quelles sont tes plus belles leçons que tu as expérimentées lors de tout ton cheminement personnel? Bah, je dirais déjà pour la première, pour moi, c'est vraiment d'aller à la découverte et à la rencontre de sa culture. C'est pour ça que, bah, moi, quand tu m'as envoyé des messages, franchement, j'étais ravie de de pouvoir, participer à un podcast comme ça parce que, bah, je pense que c'est important et c'est essentiel aujourd'hui et surtout à l'ère du digital, en fait, il y a énormément d'informations qu'on peut trouver, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit à travers des vidéos YouTube, à travers des podcasts. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, hem, en vrai, je trouve qu'on n'a plus vraiment d'excuses de pas connaître sa culture. Je pense qu'avant, on Hmm. pouvait dire: «Bon, bah, voilà, mes parents, ils m'ont pas transmis ceci, cela». En vrai, aujourd'hui, tu as tellement de supports qui te permettent d'apprendre aussi par toi-même que je trouve que tu as plus vraiment d'excuses de voilà, de pas connaître tes racines, savoir d'où tu viens et cetera et Mhm. et comme on disait, moi, je pense que c'est super important parce que clairement, c'est ce qui construit aussi ton identité. Donc, que tu aies une double culture ou même plusieurs cultures, parce qu'aujourd'hui, je pense que même Mm. si, enfin, par exemple, j'ai grandi en France, donc forcément, je vais être imprégnée aussi de, on va dire, une culture parisienne peut-être. Oui. Mhm. Aujourd'hui, je suis installée, en Côte d'Ivoire, donc pareil, je vais prendre des attitudes, des expressions, voilà, des choses des Ivoiriens. Donc au final, je pense que, au-delà de même sa propre culture, on s'imprègne forcément des endroits, où on vit, des environnements dans lesquels on évolue. Donc je pense, ouais, c'est super important aujourd'hui de savoir aussi d'où on vient et de connaître, voilà, sa culture clairement. Merci beaucoup, Belinda. J'avais aussi une note à te partager. On a fait un épisode avec la responsable du Centre Toussaint, qui, je ne sais pas si tu connais, mais elle est implantée au Canada. Et OK. c'est un centre de formation, de langue, on va dire. Et elle donnait des cours, elle donne des cours de créole haïtien. Je pourrais te OK. partager aussi de créole haïtien à distance également. Moi aussi, j'ai eu l'occasion Ah, de partir après le Covid, de faire quelques cours. Et c'est super intéressant parce qu'elle apprend aussi à parler, mais aussi à l'écrire, je mettrai aussi les liens. Le site internet, c'est Centre Toussaint. Et je te OK. partagerai aussi ces informations. Donc, si tu as envie aussi de creuser, je crois il y a des sessions pour cet été. Donc, si toi ou même les auditeurs ont envie d'aller plus loin sur l'apprentissage du créole haïtien, bah, n'hésitez pas pour le Centre Toussaint. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Belinda, un sujet sur lequel on n'a pas forcément parlé, donc qui te tient à cœur d'échanger auprès de nos éditeurs? Heu, bah, je pense qu'on a parlé de beaucoup de sujets. Oui. Après, bah, aujourd'hui, moi, je pense que enfin voilà, l'un des sujets, on va dire peut-être pour terminer, en tout cas moi de mon côté, il y a aussi cette envie au-delà de connaître sa culture, de pouvoir la valoriser. C'est-à-dire Mm, que, bah, aujourd'hui, justement, à travers, bah, l'agence de tourisme, que j'ai créée, bah, on valorise, les traditions africaines, on valorise les pays, on valorise plein de choses liées au final, aux traditions africaines et je pense qu'Haïti, je ne sais pas quand est-ce que ça viendra, quand est-ce que je pourrai le faire et cetera, mais je sais que dans tous mhm, les cas, ça se fera, tôt ou tard, mais ouais, pour moi, j'ai vraiment ce côté-là où, en tout cas pour tous ceux qui ont envie de créer des projets, parce que je sais que c'est pas l'envie forcément de tout le monde, mais ceux qui ont envie de créer des projets, je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment cet enjeu aussi de valoriser nos traditions. Parce que, bah, une fois que tu les connais, c'est, je pense, bah, comment tu peux les transmettre, comment tu peux les valoriser, comment tu peux, bah, changer un petit peu tout simplement les images qu'on a, aujourd'hui de nos traditions. Parce que, par exemple, je suis partie, bah, là, en début d'année au Vodun Days au Bénin et en fait, c'était mhm, incroyable. C'était vraiment c'était incroyable, tu avais
des gens du monde entier, tu avais beaucoup d'Haïtiens, tu avais beaucoup de personnes de la diaspora, enfin voilà. Et en fait, pour moi, des événements comme ça justement qui valorisent, hem, la culture ou nos spiritualités qui pendant, des années, des années et des années ont été, dénigrées et toujours, rabaissées ou voilà, mis de côté, je pense que c'est essentiel aujourd'hui. Mmh et ça fait aussi écho au fait aussi que les cultures, pareil pour la culture haïtienne et les cultures aussi africaines, en tout cas à mon sens, ce n'est que mon avis, j'ai l'impression qu'elles sont très orales, ce sont des cultures orales où, dès lors où il faut chercher de l'écrit, du concret, de manière assez, innovante et pas forcément archaïque. Pour certains, il fut un temps où c'était très compliqué. Donc aujourd'hui, on a l'émergence de nouveaux médias, de nouvelles plateformes où tu peux facilement apprendre et t'en approcher. Mais il fut un temps où c'était pas forcément aussi simple que ça. C'est toujours en construction le fait de faciliter cette culture, de la rendre accessible. C'est en construction, mais c'est vraiment, on dirait, à son début, si je peux m'exprimer comme ça. Ouais, 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 non, mais carrément. Mais je pense qu'aujourd'hui, justement, il y a plein d'innovations, il y a plein d'actions qui sont portées et ça peut être que positif, hein, dans tous les cas. Merci beaucoup, Belinda, d'avoir passé ce moment avec nous. J'ai beaucoup apprécié et découvert tes activités, notamment ta construction personnelle. Et on se dit à bientôt. Merci beaucoup à toi. C'était un plaisir, en tout cas. Merci, à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu l'as apprécié et que tu as envie de soutenir le podcast, partage-le, abonne-toi et laisse un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. Quant à moi, je te dis à très vite sur un nouvel épisode de La Caille pour redécouvrir Haïti. D'ici là, prends soin de toi.